Bien, donc moi je vais vous faire une petite présentation que j'ai appelée une très vilaine histoire pour le Remdesivir. J'ai pris ça sur un article qui est paru dans Science il y a très peu de temps, donc il y a une semaine, écrit par John Cohen, qui effectivement a relaté, vous verrez, tous les épisodes finalement des études et de ce Remdesivir. Donc, pour pouvoir remettre ça un peu en perspective, le Remdesivir, donc qui était le GS5734, avait été originellement fait pour les hépatites, mais en pratique, il a été étudié chez l'homme, enfin utilisé chez l'homme pour la première fois contre Ebola. Et donc, dans la dernière épidémie d'Ebola, donc en République démocratique du Congo, en 2018, il y a eu un essai qui a comparé 4 médicaments différents pour Ebola. Le ZMapp, le Remdesivir, le monoclonal 114 et Reg EB3, donc 4 médicaments, pour lesquels, au milieu même de l'essai, les analyses intermédiaires montraient que, effectivement, le ZMapp et le Remdesivir n'étaient pas suffisamment efficaces, et donc l'essai a été arrêté, a été continué simplement avec les 2 médicaments qui restaient, donc le MAB 114 et le Reg EB23. Donc c'est la première fois que le Remdesivir a été utilisé, et donc quand l'événement Covid est arrivé, très très rapidement, il y a eu des essais in vitro au laboratoire de sensibilité in vitro. Donc il y en a eu plusieurs qui ont été publiés, je vous en présente 2 ici, qui ont montré effectivement que le Remdesivir in vitro était efficace sur le SARS-CoV-2. Au passage, ça a aussi montré que la chloroquine était efficace sur le SARS-CoV-2. Et donc à partir de ces données finalement in vitro, la question a été, est-ce que finalement on n'allait pas faire des essais cliniques pour pouvoir montrer que ces médicaments étaient efficaces donc chez l'homme dans l'indication Covid-19. Alors il y a eu pas mal de papiers, enfin pas mal de papiers, hein, un certain nombre de papiers qui sont sortis à propos du Remdesivir. Il y a beaucoup moins de papiers qui sont sortis Remdesivir que la chloroquine, simplement parce que le Remdesivir c'est cher, il faut que quelqu'un vous le procure, et le seul qui peut vous le procurer, bien entendu, c'est Gilead, puisque c'est lui qui a le médicament. Donc il y a eu un certain nombre de case reports, il y a eu quelques rapports de plusieurs cas donc de traitement compassionnel, et puis il y a eu quelques essais donc randomisés, dont certains en double aveugle, d'autres qui en simple aveugle ou pas sans aveugle du tout. Et le premier essai qui a été publié le plus tôt dans l'histoire, finalement, c'est celui de Wang, qui est un essai qui a été fait en Chine, donc dans la première partie de l'épidémie, et qui montrait très clairement que ce Remdesivir n'était pas efficace dans cet essai clinique. Donc il y a eu d'autres essais qui ont été faits pour finalement aboutir donc on se retrouve là, et vous allez voir, après on va suivre un peu les dates, le 29 avril donc 2020, une information qui est faite par effectivement donc Anthony Fauci, qui est le chief du National Institute of Allergy and Infectious Disease aux États-Unis, et qui fait une première information sur un essai qui est piloté par le NIH sur le Remdesivir, et qui dit qu'il y a donc dans 31% des cas, le temps de guérison est raccourci chez les patients qui ont Remdesivir par rapport au placebo. Et il y a même là dans cette première, on va dire, cette première annonce, le fait qu'il y aurait une différence significative en termes de mortalité avec un P à 0,059. Donc ça, c'est la première annonce qu'on nous fait en disant non, mais en fait, finalement, le Remdesivir, ça marche. Alors quand on regarde un peu de près ce papier qui a été, enfin cette annonce qui a été très rapidement suivie d'un premier papier, qui est un rapport préliminaire de cette étude du NIH, en fait, quand même, donc on se rend compte que les résultats principaux, ça raccourcit effectivement le temps de retour à la normale, de guérison, de 15 à 11 jours. Donc on gagne 4 jours en guérison pour le Remdesivir, mais ça ne réduit pas du tout la mortalité, hormis dans un certain groupe, un petit groupe, qui sont les patients qui sont hospitalisés sous oxygène. Cela, apparemment, ça réduit un tout petit peu la mortalité. Et il signale qu'il n'y a pas d'événements indésirables, plus en tout cas que dans le placebo. Quand on regarde de près cette première étude, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le plan méthodologique qui sont un peu bizarres. D'abord, les résultats ne sont donnés qu'en intention de traiter. Tout à l'heure, Hervé vous a dit qu'il fallait absolument aussi avoir une analyse per protocole. La deuxième chose, et ce qui est le plus important, c'est qu'au moment où cette partie préliminaire est rapportée, on est sur un tiers des effectifs. Et sur le tiers de ces effectifs, donc de cette étude, en fait, il y a 25% de perdu de vue.
Donc du coup, on est sur un tout petit effectif finalement qui va nous donner ces résultats. Et donc à l'époque, là, était de dire, écoutez, ça, il va falloir vraiment que ça soit confirmé parce qu'on ne peut pas du tout s'appuyer sur cette étude pour pouvoir aller plus loin. Il n'empêche qu'à la sortie de cette étude, un autre papier dans le BMJ est publié en donnant des guidelines pour la pratique du remdesivir, dans lequel ils disent très clairement que le remdesivir, effectivement, doit être donné dans l'indication hospitalisée sous oxygène. Très rapidement, après ces papiers, donc ça va très très vite, donc le 25 juin 2020, d'accord, c'est-à-dire quasiment à la fin de notre première épidémie, l'Agence européenne du médicament attribue ce que l'on appelle une ATU conditionnelle, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché qui est suspendue à un supplément de résultats. Donc cette ATU donc, est délivrée le 25 juin. Il est bien écrit dans l'ATU que la compagnie, donc Gilead, doit soumettre le rapport définitif avant fin décembre et surtout qu'ils doivent soumettre les données de mortalité avant fin août pour pouvoir continuer donc, à autoriser ce médicament. Donc ce médicament aujourd'hui est toujours autorisé par l'Agence de médecine européenne. L'ANSM suit la marche et donc elle publie le 15 juillet 2020 une ATU, c'est-à-dire l'ATU française, cette fois-ci l'autorisation française, d'utiliser le médicament, c'est un ATU de cohorte, dans certaines conditions bien sûr, celles qui sont imposées par l'Europe, par l'Agence européenne, et donc il souligne si le bénéfice estimé est supérieur au risque connu à ce jour. Donc cette ATU donnée par l'agence a permis de traiter les malades dans cette indication sans problème dans les hôpitaux qui avaient ces patients-là. Pas très longtemps après, le 4 septembre, l'OMS publie des guidelines, des recommandations sur deux sujets importants, le remdesivir et les corticoïdes. Donc très très tôt finalement, au tout début de la rentrée, l'OMS dit attention, le remdesivir, donc ils font une analyse, ils font une méta-analyse avec les données du moment. Et déjà à ce moment-là, ils disaient attention, le remdesivir, c'est pas sûr qu'il faille le donner. Et en particulier, ils ne le recommandaient plus. D'accord, ils disaient plus de remdesivir dans aucune situation chez les non sévères, les sévères et les critiques. Déjà le 4 septembre. À côté de ça, je ne développerai pas là-dessus, il y avait effectivement des indications relativement précises sur la corticothérapie qui avaient été données par l'OMS, donc déjà le 4 septembre. Le 18 octobre, une nouvelle méta-analyse sort sur le remdesivir, confirmant effectivement, maintenant avec toutes les études disponibles, quelques-unes sont sorties entre-temps, celle de Spinner est sortie entre-temps, et donc ils reprennent toutes les études, et conclut à la même chose, ça a effectivement une efficacité en raccourcissant le temps pour la guérison, mais ça n'a aucune efficacité sur la mortalité. Et alors là, on reçoit ça. Ça c'est le MARS, c'est d'ailleurs le message d'alerte rapide sanitaire qui vient du ministère des Solidarités. On est le 14 octobre, donc pour l'instant on sait que c'est plus trop recommandé par l'OMS, mais on reçoit ça, alors livraison gratuite, c'est gratuit, on vous donne le remdesivir à l'hôpital, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, et surtout on met parce que, et qu'il y a quelque chose qui choque, là, cette spécialité qui bénéficiait d'une autorisation temporaire d'utilisation, dans cette même indication, sera interrompue par l'Agence nationale du médicament et des produits à compter du 23 octobre 2020. On se dit pourquoi ils vont nous le donner alors que l'ATU va être suspendue, qu'est-ce que ça veut dire? On se demande vraiment... Qu'est-ce qu'on va faire finalement de ce lot empoisonné qu'on nous donne gratuit? Paf, le lendemain, un grand couteau dans le dos, Solidarité sort, et Solidarité qui nous dit, et effectivement, il n'y a aucune efficacité du remdesivir sur la mortalité. Et donc du coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? On nous dit que c'est plus efficace, etc., mais on nous le donne gratuitement maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce médicament? Et en même temps, le 23 octobre, on regarde sur le site de l'HAS, et alors là, on ne comprend plus du tout. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Avis favorable au remboursement uniquement dans la prise en charge des patients âgés de 12 ans ou plus et pesant moins de 40 kg, au moins 40 kg, hospitalisés pour pneumopathie nécessitant une oxygénothérapie. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, il n'y a plus d'ATU. On nous dit, c'est pas bien. Et là, on a un avis favorable au remboursement même du produit. Ah, vraiment, on ne comprend plus. Et surtout, qui note quel progrès? Pas de progrès en état actuel des données. Là, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis un peu perdu. Hein. Donc, et juste après, donc le 24 octobre, le remdesivir, effectivement, qui dit l'ATU de cohorte du 2 juillet se terminera le 24-10-2020. Bon, d'accord, alors,
Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce Remdesivir finalement? Voilà, je sais pas, moi je suis vraiment un peu perdu de savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur Remdesivir. Mais l'espoir arrive des nouvelles datas. Quelles sont ces nouvelles datas? Eh bien, c'est le rapport final du NIH sur l'étude que l'on a vue tout à l'heure, qui, comme on s'attendait un petit peu, n'apporte pas d'éléments majeurs de différence, si ce n'est que là, cette fois-ci, il confirme le fait que ce n'est pas efficace sur la mortalité, avec effectivement un certain nombre d'autres petits problèmes. Puis il y a quand même un truc sur le coup, on tilte, on dit mais attendez là, c'est une étude contre le placebo. Contre le placebo, non, vous avez fait ça, vous avez injecté de l'eau aux malades placebo pendant 10 jours pour être sûr que c'était du placebo. Enfin, la perfusion, c'est pas comme ça. Perfusion, c'est dangereux. Alors, on fouille un peu dans ce qu'ils appellent les tables annexes, qui sont en dehors du papier, pour regarder les effets indésirables. Finalement, dans cette étude. Et on s'est dit, il y a 2 effets indésirables. Alors, d'abord, on vous dit que le placebo, il y a plus d'effets indésirables que dans le Remdesivir. Si on ne donne rien, comment on peut avoir plus d'effets indésirables que dans le Remdesivir? Ben bon, c'est comme ça. Mais quand vous regardez, il y a 2 effets indésirables, 2 séries d'effets indésirables qui sont plus fréquentes chez le placebo, statistiquement plus fréquentes chez le placebo, effectivement, que le Remdesivir. Et là, d'entre elles, le choc septique. Alors, c'est quand même un peu paradoxal d'avoir, dans une étude où on ne donne qu'un placebo, plus de choc septique, effectivement, que dans l'étude où on donne le Remdesivir, ou alors le Remdesivir a une action antibiotique à découvrir. Et puis, quand on va un petit peu, effectivement, au fond du problème, et qu'on regarde donc, les appendices supplémentaires, on s'aperçoit que dans cette étude, quand même, il y a 24 participants qui ont reçu moins de 10 doses. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont eu des safety, hold and operational issues. C'est-à-dire, en pratique, ils ont fait des problèmes de perfusion. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas pu leur donner, ils ont sauté un certain nombre de perfusions parce qu'il y a eu des problèmes de perfusion. Quand on regarde tout ça et qu'on s'appuie sur des données de littérature, par exemple le projet Cateval, qui est récent, qui est de 2017, où on évaluait la fréquence des complications sur cathéter, on s'aperçoit que pour les cathéters périphériques, j'entends phlébite dans 20% des cas, hématome 17% des cas, donc diffusion 13% des cas, infection 0,4%. Si on refait le calcul maintenant pour cette étude, chaque 1000 patients qui ont été perfusés pendant 10 jours, ça a fait 40 infections quand même. Donc normalement, il aurait dû en avoir 20 dans chaque bras. Apparemment, c'est probablement un effet antibiotique de Remdesivir à voir. Alors tout ça, quand on remet ça, si vous voulez, en perspective, et je reviens à l'article qui avait été publié dans Science, eh bien on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain enchaînement de faits un peu bizarres. On revient juste sur les grandes dates. 24 avril, le fameux rapport du NIH fait par Anthony Fauci. Le 1er mai, la FDA dit OK pour la Remdesivir. Alors déjà, là, il n'y avait aucune donnée scientifique, mais c'est OK, on part pour la Remdesivir. Le 23 septembre, Gilead donc apprend le 23 septembre le résultat déjà de Solidarité. C'est-à-dire que nous, on n'était pas au courant, mais eux, ils étaient déjà au courant du résultat de Solidarité. Le 8 octobre, donc juste après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont signer pour 1,2 milliard d'euros, d'accord, avec l'agence européenne, une précommande de Remdesivir. Alors qu'on est appuyé sur aucune donnée, absolument aucune donnée scientifique justifiant ça. Entre-temps, vous avez l'agence européenne qui, elle, donne le banco ouvert à tous les feux. Vous pouvez prescrire autorisation, effectivement, de l'agence européenne. Le 9 et 10 octobre, soi-disant, l'agence européenne, enfin l'Europe et la FDA apprennent les résultats de Solidarité. Juste après, le ministère de la Santé nous dit on n'a plus besoin du Remdesivir, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, d'accord, il vous le balance en disant c'est un beau cadeau. Le 15 octobre, Solidarité arrête définitivement le problème du Remdesivir. On se demande quand même, cet enchaînement de choses est quand même vraiment un petit peu bizarre. Alors, what else? Ça, c'est effectivement la courbe donc de la bourse effectivement de Gilead. On voit bien que la bourse de Gilead, elle monte, et elle va monter et être au sommet, bien entendu, quand M. Fauci va dire « ça marche ». Puis là, ça commence un petit peu à rebaisser. Mais finalement, le problème, il est où? Le problème, il est juste là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de vendre du médicament en pratique. L'argent, ils l'ont fait simplement en faisant, effectivement, en suivant les cours de la bourse, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut.
et finalement qu'ils vendent ou pas le médicament, peu leur importe. Bon, c'est pas pareil chez Sanofi, qui ont eu un cours de bourse qui était un peu moins bon. Voilà, j'en dirai pas plus.